Qui sont-ils pour de vrai ? Je suis Caroline Garnon et je vous propose de rencontrer des dirigeants, chefs d'entreprise ou personnalités qui font rayonner notre belle région, l'Alsace. Aujourd'hui, je reçois Franck Meunier, PDG du groupe Factory. Bonne écoute à tous. Bonjour Franck. Bonjour. Bienvenue dans le podcast Pour de vrai, je suis ravie de t'accueillir. D'autant plus que ça fait un moment qu'on se connaît, mais c'est vrai que le temps a filé. Je pense que ça doit faire 20 ans a priori qu'on s'est rencontrés en Italie pour faire de la mousse de lait pendant plusieurs jours. Voilà, entre-temps, tu as fait du chemin et c'est ça que tu es venu nous raconter aujourd'hui. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'accueillir, ouais. Tu te souviens de ce moment où on s'est rencontrés, justement? Je me demande même si on n'est pas reparti avec un diplôme de barista, où, on est des maîtres experts pour, et faire un bon espresso italien et également de faire une mousse de lait et du coup un bon cappuccino, traditionnel, pas avec une vulgaire chantilly, mais vraiment avec de la mousse de lait et même, à faire des petits dessins, des petits cœurs, des petites cigognes, limite, sur nos cafés, ouais. Ouais, ouais, mais c'était il y a bien, bien longtemps ça, ouais. Ouais, je pense que je devais avoir à peu près 25 ans et que c'était mes débuts dans le monde professionnel. Donc, toi, à ce moment-là, t'avais quoi? Enfin, tu commençais, il me semble que tu reprenais la Java, c'est possible? Oui, ça se peut bien, alors ça fait vraiment effectivement, extrêmement longtemps. Ouais, ouais, j'avais déjà un restaurant et puis j'étais dans cet univers de démarrer puis de développer en fait d'autres établissements. Donc toi, maintenant, tu fais partie des 4-5 personnes, on pourrait même dire les 4-5 hommes, qui possèdent en gros la moitié des restaurants, de Strasbourg, si je schématise, grosso modo, ça. Et est-ce que c'est le cas? La moitié, je pense pas en fait, on a toujours cette impression-là parce qu'effectivement, on est quelques-uns, à posséder plusieurs établissements, et que ça peut donner l'impression que c'est beaucoup, mais il y a énormément de bars, de restaurants, de brasseries, sur la ville de Strasbourg. C'est une ville qui, à ce niveau-là, au niveau du CHR, café, hôtel, restaurant, c'est une ville qui est très, très dynamique. Et il y a encore beaucoup, beaucoup d'indépendants. Donc je suis pas sûr que ça représente même, la moitié. Ça représente peut-être, 10-20 des établissements qui sont dans des groupes qui regroupent plusieurs établissements. Et comment t'expliques que ce soit, 4-5, hommes qui gèrent un petit peu, tout ça? Est-ce que les femmes, par exemple, elles pourraient avoir leur place là-dedans ou c'est vraiment un truc de bonhomme, d'avoir des restaurants, des bars? Enfin, j'ai l'impression que ça fait partie un petit peu pas d'un fantasme un peu masculin, mais qu'on se dit: «Ouais, plus tard j'aurai un bar, un resto». Comment on peut expliquer ça? Bon, je pense que c'est lié à l'histoire, mais d'une manière générale. C'est-à-dire que, les femmes étaient moins présentes à une époque, mais dans tous les métiers et qu'aujourd'hui, petit à petit, les femmes, interviennent de plus en plus et plutôt avec brio. Dans les grands chefs, de cuisine étoilés, il y avait pas de femmes et puis petit à petit, des femmes sont arrivées et prennent leur place, qui leur est due. Donc aujourd'hui, c'est pas encore le cas, à Strasbourg en tout cas, mais demain ça sera peut-être ça et peut-être qu'il y aura quelqu'un comme ça qui va commencer, avec, un établissement et puis qui en profitera pour en racheter un deuxième et puis, grandir, un petit peu comme, quasiment, tous les multipropriétaires, strasbourgeois ont commencé. Ils ont tous commencé avec un établissement et ils se sont construits comme ça. Donc je pense que c'est l'avenir, que ça se féminise de plus en plus et que à terme, il y ait des femmes qui investissent les lieux. Mais, tu vois, d'un point de vue extérieur, un peu ce mercato, des bars et des restaurants, ça fait, à chaque fois, c'est des sujets de conversation, genre: «Ah, ce resto, il est à qui? Et celui-là, il est à qui?» et cetera. C'est quand il y a un établissement qui est à vendre, par exemple, est-ce que vous vous arrangez, un petit entre vous ou comment ça se passe, Et tu vois, on a l'impression que c'est un monde un petit peu, ouais, je t'appelle, celui-là, je te le laisse, mais l'autre, du coup, je le prends. Enfin, on a l'impression qu'il y a des ententes un petit peu. Ah ouais, ouais, bah, alors, moi je peux pas parler pour les autres, hein. En l'occurrence, juste parler pour moi, mais, non, il y a pas une espèce de délit d'initié comme ça, hem, déjà parce qu'on cherche pas les mêmes choses. Heu, Aujourd'hui, nous, on est dans une approche qui est un petit peu différente parce que, une fois on va faire des bars, une fois on va faire des restaurants, une fois des brasseries, une fois un hôtel, donc, mmh,
moi, je fonctionne pas, à développer un groupe qui soit uniforme en termes de projet. Je fonctionne au coup de cœur, donc ben, tout d'un coup, il y a un bar de nuit, je vais y aller. Tout d'un coup, c'est un hôtel ou une brasserie, voilà. Hem, donc on s'appelle pas. En tout cas, moi, j'en ai pas ou peu au téléphone et en tout cas, les sujets sont pas de cet ordre-là. Surtout que on a des approches différentes, donc du coup, chacun est plutôt dans son cœur de cible et ça se passe, plutôt bien. Donc vous êtes jamais plusieurs sur, la même affaire et vous faites monter les enchères comme ça ou? C'est déjà arrivé dans le passé, mais en fait, c'est très rare. Ah C'est OK, très rare, ouais. d'accord. C'est très rare, surtout c'est plus sur des très, très grosses institutions, où là, il va y avoir plusieurs personnes qui vont être sur le même sujet, mais sinon, en fait, c'est plutôt rare. OK. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui un jeune a toute sa place et comme toi quand tu as commencé, est-ce que, c'est facile pour un jeune de racheter un resto ou justement il doit faire face à des gros un petit peu comme toi pour, pour se faire sa place? Mais en fait, on a toujours l'impression que c'était mieux avant, que c'était plus facile avant, mais déjà nos parents disaient: «Ah oui, nous à l'époque», enfin, voilà, il faut arrêter cette image d'Épinal de penser que, aujourd'hui les portes sont fermées. Aujourd'hui, un jeune, ou une jeune, peuvent démarrer, hem, en prenant des établissements plus petits, qui n'intéressent pas forcément des groupes, comme le nôtre et démarrer comme on a démarré tous. Hem, Bien évidemment que d'obtenir des prêts, c'est peut-être plus compliqué en ce moment parce qu'on est dans une phase, qui est un petit peu difficile, mais on peut aussi s'associer, on peut aussi, démarrer comme ça. C'est comme ça qu'en tout cas moi j'ai fait et je pense qu'il y a pour les gens heu, qui ont la volonté, qui ont la niaque, il y a toujours des opportunités à saisir et hem et je pense que ça va arriver. OK. Donc revenons au groupe Factory. Donc aujourd'hui, parce que c'est vrai que du coup, entre le moment où on s'est connus et maintenant, enfin, il y a beaucoup de ventes, rachats, agrandissements et cetera. Aujourd'hui, tu as combien d'établissements? J'ai une douzaine d'établissements. Principalement sur Strasbourg. On va dire que le cœur de notre activité est sur Strasbourg. Puis après, il y a 2 électrons libres, un dans la vallée de Munster, dans la station de ski, qui n'est plus une station de ski, depuis cette année, du Gachenay. Un établissement qui s'appelle le Chalern, qui est un hôtel, restaurant, bar, d'altitude, en tout cas à Mmh. 1 100 m d'altitude, où on peut y accéder qu'à pied. Et puis, un restaurant, en Touraine, juste à côté du zoo de Beauval, qui s'appelle, le Relais des Braconniers. Voilà mais c'est assez lié, au domaine viticole et à ce développement-là et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais en dehors de ces 2 électrons libres, tout est sur Strasbourg. OK. Et donc, si on peut faire vite fait un tour aujourd'hui, Alors vite fait un tour en espérant tu as pas en oublier donc il Météor. il y a, le Météor, il y a l'Alsace à boire, il y a la cuvette de Bouillon, il y a le coin des Knekkes. L'établissement OK. italien, le Bravo, le Troquet des Knekkes, Grand Rue, les Aviateurs, l'hôtel, restaurant bar à cocktail Madame C, Mmh. le fameux Purgatoire, à la Cruteno, le Méneleux, qui est, au Wacken et heu Et le et dernier? le dernier, qui a ouvert, la semaine dernière, le Rimini. Voilà et je crois que j'ai, fait le tour. J'espère que j'en ai pas oublié parce que, je pourrais fâcher, certains responsables d'établissement On mais je crois s'excuse que d'avance si on en a oublié un. voilà, mais je pense que j'ai fait le tour. OK. Et alors c'est lequel, ton préféré? Bah, les établissements, c'est un petit peu comme les enfants, on n'en a pas forcément, un qui est préféré, on a surtout le dernier ou les derniers sur lesquels on y apporte, le plus d'attention et sur lequel on est plus présent et puis après, moi dans mon rôle d'entreprise, c'est de passer à la suite, c'est de passer au prochain projet, c'est de réfléchir, à qu'est-ce qu'on peut apporter à la ville de Strasbourg qui n'existe pas. Voilà, donc j'avais pas de préféré, à proprement parler. Oui, mais là, par exemple, tu as envie d'aller manger un truc à midi, tu vas où?
Et ben, je vais aller au Rimini. Tu vas aller au Je vais aller au Rimini parce que c'est celui qui vient d'ouvrir, voilà, ou Madame C, parce qu'on y mange aussi très bien. Voilà, tu sais, mais ça va être plus, axé sur les derniers établissements et puis sinon, par facilité, ça va être, ceux qui sont autour du Mmh. bureau, et comme le bureau est juste au-dessus du Météor, c'est vrai que régulièrement, c'est d'aller, au Météor, ou à la cuvette de bouillon qui est juste à côté parce que par simplicité, juste. Et quand tu vas manger dans un de tes établissements, comment tu fais pour pas être, relou avec, tes collaborateurs, avoir toujours le petit truc qui enfin, est-ce qu'eux, ils ont peur quand ils te voient passer la porte, ils disent: «Oh mon Dieu, il arrive, il va trouver un truc à redire» ou au contraire, tu es très détente et Ah, je sais pas, enfin, ça, c'est plus à eux qu'il faut leur demander. Je sais pas si je suis détente ou pas, peut-être que ça leur met un peu de stress que je vienne manger, enfin, et ou pas d'ailleurs, après, j'ai envie de dire dans la plupart des cas, le travail est bien fait, donc il y a pas forcément à redire. Encore une fois, ça va être plutôt dans les établissements qui viennent d'ouvrir où forcément il y a des réglages, parce que, les équipes sont nouvelles, parce que, faut apprendre à travailler ensemble, parce qu'il faut apprendre à travailler aussi dans un outil de travail qui est nouveau et ça, on a beau, prendre, le meilleur des barman, le meilleur des serveurs, serveuses, cuisiniers, quand il y a un environnement nouveau, il faut appréhender mmh, cet environnement nouveau et apprendre à travailler ensemble. Donc forcément, c'est là où il y a des réglages, mais mais sinon ça se passe bien, d'une manière générale. OK. Et alors, quand tu vas manger avec, ta femme, par exemple, tu l'emmènes où? Quand, bah, sûrement dans les derniers endroits où que j'ai ouverts, pour être Tu fais le client présent et mystère? oui, enfin, je suis pas vraiment mystère quand je vais dans mes établissements, Non. même si, forcé pas tout le monde me reconnaît pas, toujours, mais oui, principalement dans les derniers établissements, en fait, c'est Est-ce les que son avis compte? bah, elle a un regard qui est différent, du mien, donc forcément, elle va me donner son approche, elle va me dire, elle, vue de l'extérieur puisqu'on travaille pas ensemble, ce qu'elle en pense. Mais et voilà et c'est bien parce que ça permet d'avoir un autre regard. OK. Et tu fais tester aussi un peu tes nouveaux établissements comme ça par, justement des fameux clients mystères pour avoir ce retour-là? Ou, est-ce que tu donnes ta ligne de conduite, tu regardes si c'est appliqué et voilà, enfin, comment tu arrives à auto-évaluer ton propre, établissement? Bah, déjà parce que, il y a tout un tas de collaborateurs, qui, régulièrement sont dans les affaires, des responsables de salle, des responsables de cuisine, voilà, un directeur général, enfin donc ça leur permet eux d'avoir, chacun, individuellement des regards sur l'établissement, ou sur les établissements. En parallèle de ça, bah, bien évidemment que j'ai, toujours, heu, des copains, des amis, qui vont dans les établissements et puis qui, derrière, me font des retours, enfin surtout quand ça s'est pas bien passé. Hem et puis on travaille également avec une structure de clients mystères qui, une fois par OK. mois, va dans les établissements et nous fait un retour, détaillé sur comment ça s'est passé, du début à la fin. Ah ouais? Donc en fait, c'est une boîte que tu payes pour qu'ils aillent manger dans tes restaurants tous les mois et Ouais, ils te font un petit débrief et tout, ils analysent tout et tout? c'est ça, c'est ça. Ah ouais, C'est, Fernand Elmer qui a monté cette boîte et du coup, on a quelque chose qui est détaillé sur l'ensemble des établissements. d'accord. Bah, je pensais que ça existait, que entre guillemets «pour les étoilés» avec les fameuses critiques pour les guides et cetera, mais je savais pas que ça existait pour, des restos, Bah, on va dire que pour les étoilés, c'est une espèce de démarche volontaire pour pouvoir, oui, réussir à décrocher, une étoile, 2, 3 ou un bib, gourmand, dans le cadre du Michelin. Nous aujourd'hui, c'est un outil de travail. Alors c'est pas le seul, mais c'est un outil de travail, qui, nous permet de regarder la performance, à tous les niveaux. OK, d'accord. Ah, tu vois, j'apprends quelque chose, je savais pas que ça existait et donc au total, tu as combien de collaborateurs dans tous tes établissements? Ouais, ça dépend des périodes, parce qu'il y a des périodes qui sont un petit peu plus chargées comme le marché de Noël où on Mmh. va on va un peu plus recruter, mais on est autour de 400 collaborateurs, si on additionne toutes les structures. Ouais, c'est pas mal.
Ouais, ça commence à faire, oui. Il y a un vrai boulot pour les RH, Ah ouais? qui sont obligés de travailler sur ça, ouais. OK. Et enfin, on entend aussi que, voilà, recruter dans la restauration, c'est de plus en plus difficile, et cetera. Alors tu vas me dire, «Faut arrêter de penser que c'était mieux avant». On a quand même l'impression, en tout cas d'après ce qu'on entend, bah, que c'est des milieux qui sont difficiles, où c'est compliqué de faire travailler quelqu'un, le week-end, tard le soir. Et comment vous arrivez à trouver toujours des gens, motivés? Ou alors est-ce que tu te rends compte qu'il y a vraiment une pénurie de personnel? Alors c'est il y a des périodes qui sont plus ou moins faciles. Heu, il est certain que pour nous, c'est plus simple de recruter, à Strasbourg, en centre-ville, que, aller chercher des gens à la campagne, parce qu'on a aussi un vivier d'étudiants qui veulent travailler aussi en parallèle de leurs études, donc ça va. C'est sûr que pendant longtemps, le métier était, difficile, avec, des gens qui travaillaient, 50-60 heures et qui n'étaient pas payés. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs, choses qui évoluent, fortement. C'est que d'abord les rémunérations ont été réévaluées. Heu, Ensuite, des groupes comme le nôtre, ben, on paye, toutes les heures effectuées. Donc les gens viennent, ils pointent et puis ils dépointent, et donc, toutes les heures, sont payées ou récupérées, donc il y a pas de sujet à ce niveau-là. Puis ça permet quand même d'attirer de plus en plus de gens, et puis, quand même, on arrive dans, une période où là les pourboires sont en train de se développer, et du coup ça permet d'avoir, un attrait supplémentaire pour les salariés, ça leur permet quand même d'arrondir sérieusement les fins de mois, Mmh. donc, tout ça mis bout à bout, ça fait qu'on attire, encore des gens. On attire, sur un métier qui, est difficile, faut le dire. Bien évidemment que c'est difficile d'être debout, parce que quasiment tous les postes sont debout, que ce soit en cuisine, au bar ou en salle. C'est difficile également de travailler, le soir ou le week-end, pendant que, des gens, font, la fête ou se reposent ou sont avec leur famille. C'est difficile de construire une famille, aussi dans ce cadre-là, mais de plus en plus, en essayant, de donner régulièrement, du temps de repos sur certains week-ends, en essayant en payant toutes les heures, ça permet quand même d'avoir, des gens qui viennent encore toquer à la porte. OK. Et alors Factory, donc ça a changé de nom, l'année dernière, je crois, en 2024. Vous appeliez FHB, avant. Pourquoi tu as changé de nom? Est-ce que justement ça permet de renforcer la marque employeur, d'être plus attractif pour recruter? Alors, en fait, c'est déjà la troisième fois qu'on change de nom. Oui. C'est déjà la troisième fois, la toute première fois, en fait, on s'appelait, Financière Broadway, au tout démarrage de ça. Alors, à l'époque, j'avais 27 ans, j'ouvrais mon premier établissement, et en fait, je rachetais les parts sociales d'un établissement, qui était, le bar La Java. Ça, c'était en 2002, et je sais pas pourquoi, du haut de mon jeune âge, je pensais qu'une holding devait s'appeler Financière quelque chose, et comme je rachetais la Java, donc je me suis dit: «La Java de Broadway», donc j'ai appelé ça, Financière Broadway. Heu et puis après le temps a passé, et puis, c'est vrai que, le mot financière, je trouvais qu'il représentait pas du tout, il était pas en raccord avec ce qu'on était nous, avec ce qu'on faisait, et puis surtout je me suis dit que finalement une holding n'avait pas besoin de s'appeler financière. Et donc, comme on était, au bout de 10 ans, comme on était, j'ai voulu changer de nom, donc on était un groupe, et puis, du coup, j'ai repris tout simplement les lettres, Financière Holding Broadway, donc FHB, voilà, et donc on s'est appelé Groupe FHB pendant encore une dizaine d'années. Et puis, ben, c'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, on avait ouvert, la manufacture de tabac, avec un K et un Y, qu'à l'époque ça a été un succès, assez C'était assez incroyable, dingo. Ouais, c'était incroyable. incroyable. Ouais. Les gens s'en souviennent encore, et du coup, il y avait cette manufacture, et puis je trouvais que ce côté, factory, créateur de liens social, en même temps créateur d'établissement, qu'il y avait un vrai lien. Le nom était plus court, plus impactant, et je trouvais que c'était assez intéressant d'avoir ce nom-là, et donc là, maintenant on s'appelle Factory, au moins pour 10 ans, et on verra dans 10 ans, si ce nom est encore, d'actualité, ou s'il faut le faire un petit peu évoluer ou pas, ou peut-être qu'on aura trouvé, enfin le bon nom pour notre société.
OK, donc c'est un petit clin d'œil à la manuf que tu avais repris à l'époque, c'était en bar éphémère. Enfin, franchement, si on peut revenir là-dessus 2 secondes, je trouve que c'était vraiment le un lieu qui a fait bouger Strasbourg pour le coup, qui était assez incroyable. On avait l'impression qu'un peu tout était permis et en même temps le côté, éphémère, nous autorisait à penser ça. C'est-à-dire qu'on se disait: «De toute façon, ça va pas durer donc allons-y». Pourquoi en fait, c'est pas quelque chose que tu as pu, garder? Parce que est-ce que déjà à l'époque, tu savais déjà que ça allait devenir autre chose? Enfin, tu aurais pu le garder? Alors en fait, il y avait eu un appel à candidature, sur ce lieu, Ouais. sur le centre de la manufacture. Heu, Appel à candidature en fait qu'on a perdu. On avait fait un dossier mais, qui a été retoqué. La municipalité n'a pas de l'époque n'avait pas souhaité, n'a pas récupéré notre candidature. Ils ont choisi quelqu'un d'autre. Et ben, comme, quand on n'arrive pas à rentrer par la porte, j'essaye par la fenêtre. Donc j'ai retoqué à la porte, en disant: «Bah, voilà, je voudrais, du coup, si on n'est pas sélectionné, est-ce qu'on pourrait faire un lieu éphémère?» Voilà. Hem Et du coup, on a fait cette manufacture, en lieu éphémère. Alors c'est vrai qu'à la fin de ce lieu, ben, il y a beaucoup de gens qui auraient aimé que ça devienne, Ah mais un oui. site pérenne, et que ça continue en l'état. Heu, Ça n'a pas été le choix des élus de l'époque, voilà, et donc c'est devenu autre chose maintenant, et on est reparti. Mais ça sera sûrement pour mieux revenir, pas forcément ici, mais sûrement ailleurs, parce que c'est encore quelque chose que j'ai dans un coin de ma tête, et qui finira sûrement par revenir, sur Strasbourg ou dans les environs. OK. Alors justement là, revenons à cette partie, un petit peu, la ville a son mot à dire. Est-ce que toi quand tu veux créer un nouveau concept, est-ce que tu dois le soumettre à la ville? Est-ce qu'elle a le droit de refuser, ou pas? Alors par rapport au concept en lui-même, non, la ville, a un droit de préemption sur des murs commerciaux, sur des fonds de commerce maintenant. Donc ils peuvent racheter, s'ils pensent que, ce n'est pas en adéquation avec, ce qu'ils veulent pour la ville. Hem, Maintenant, ça n'a jamais été mon cas. J'ai envie de dire que c'est plus une mesure qui a été mise en place pour éviter qu'il y ait des groupes, nationaux ou Mmh. internationaux avec entre guillemets «de la malbouffe». Voilà, c'est clairement plutôt ça qui est visé. Donc sauf un changement de destination, de dire, sinon quand c'est un restaurant ou une brasserie, ça reste un restaurant ou une brasserie. Et Donc tu peux faire ce que tu veux? bah, dans les limites de la légalité, ouais. Ouais. Et par rapport à l'heure, de fermeture, l'heure tardive, et tout ça, heu, pourquoi il y a pas de restaurant festif comme à Paris, ce qui est la grande tendance un petit peu du moment? Pourquoi on n'arrive pas à avoir ça à Strasbourg? J'ai l'impression qu'il y a quelques endroits qui ont essayé et pourquoi ça ne marche pas? C'est toujours une histoire d'offre et de demande, c'est-à-dire que les gens ont toujours individuellement des volontés, de dire, «Tiens, j'aimerais bien un établissement comme ça ou comme ça», mais en même temps, je leur dis: «Mais vous sortez quand? Tous les combien?» Parce que, des fois, il y a des gens, alors forcément, j'ai dépassé maintenant la cinquantaine, donc j'ai des amis autour de moi qui me disent: «Ah oui, il y a plus rien, pour les cinquantenaires». Bah, je dis: «Bah si, il y a quand même les aviateurs». Mais il dit: «Oui, mais on aimerait bien encore un autre, un deuxième». Mais je dis: «Mais tu sors tous les combien en fait?» Et tous les week-ends? «Ah non, tu comprends, les enfants, on est fatigués, maintenant c'est dans les une fois par mois». Ah oui, mais une fois par mois, il y a pas forcément un marché pour des gens qui sortent, une fois par mois. Donc il y a des gens qui se sont testés, sur de la restauration hyper tardive. Heu, Moi le premier, hein, quelques années, j'avais une discothèque dans lequel on pouvait manger aussi tardivement, mais à un moment donné, ça s'arrête. Enfin, il y a pas suffisamment de marché pour pouvoir payer les salariés, pour pouvoir payer toute la structure qui va autour de ça, parce que il faut trouver aussi, les personnes, qui veulent, cuisiner, tardivement, et qui veulent cuisiner jusqu'à 3-4 heures du matin, parce qu'en fait, on est tous égoïstes. C'est-à-dire que,
On se dit: «Ah ben, moi j'aimerais bien manger, à 2 heures du matin parce que je suis de sortie». Oui d'accord, mais en face de ça, il y a quelqu'un qui travaille. Il y a quelqu'un qui, va être derrière les fourneaux. Il y a quelqu'un qui va attendre, en salle et qui, lui, va travailler aussi, tardivement et toutes ces personnes qui individuellement voudraient manger à 4 heures du matin, ne se voient pas, elles, travailler jusqu'à 4 heures du matin pour, pouvoir un jour faire la cuisine. Donc, en fait, on est assez égoïste dans notre approche de ce que l'on voudrait. On voudrait pour nous et notre petit nombril, mais, on voudrait surtout pas le faire parce que bien évidemment que c'est, très fatigant, très contraignant de travailler jusqu'à, 4 heures, 5 heures du matin, et donc, tout ça mis bout à bout fait que, ben, ça peut fonctionner dans des très, très grandes villes parce que sûrement que le marché est là. Strasbourg est encore en plein développement, en pleine mutation. Donc, peut-être qu'un jour, il y aura quelque chose qui comme à une certaine époque, hein, il y a eu des grands lieux de nuit où on pouvait manger, tardivement. Moi-même, j'ouvrais mon premier restaurant de 4 heures à 7 heures du matin, quand j'avais repris en fin des années 90, 99-2000. J'ouvrais comme ça de 4 heures à 7 heures, mais, c'était pour pouvoir m'en sortir. Mais à un moment donné, il y a aussi une réalité économique. Tu parles de Caprice de Star là? Ouais, 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 OK. ouais, Donc ça, c'était ton premier resto? ouais. 21 juin 98, l'ouverture. OK. Donc ça, c'est venu, après, tes études, de physique mécanique des fluides. Tu t'es dit, «Allez hop, je j'arrête, cette voie-là et j'ouvre mon premier resto». C'était quoi le moment clé où tu t'es dit, «J'y vais»? Bah, en fait, le moment clé, alors après les études de mécanique des fluides, j'ai encore fait un petit passage pendant 1 an, à l'IAE qui a fusionné avec l'IECS pour faire, l'EM Strasbourg. Heu, mais en fait, moi, en parallèle de mes études, j'ai toujours travaillé dans les bars, dans les restaurants, dans les discothèques. À l'époque, en même temps que je faisais mes études, je m'occupais de la Gallia, du caveau sous la Gallia, qui a Avec fermé les murs depuis qui tant. transpiraient? Ouais, c'est ça et donc j'ai toujours travaillé en parallèle de mes études. Alors mes études, j'étais souvent inscrit, heu, peu présent aux cours, j'avoue, souvent les profs me découvraient au moment des examens, et moi qui avais, récupéré des photocopies de mes copains qui me les passaient pour pouvoir, apprendre vite fait avant les examens. Et puis en parallèle de ça, en fait, moi, j'ai fait des études pour faire plaisir, à mes parents, en fait, assez simplement, parce que quand j'étais ado et que je disais mon père me demandait ce que je voulais faire dans ma vie, mon père qui était militaire, puis je dis: «Bah, moi, je voudrais soit être acteur, soit avoir une discothèque», voilà. Et donc, là, je crois que les bras lui en sont un peu tombés et donc, il m'a dit: «Bah, tu sais quoi? Tu vas déjà commencer par faire des études et puis après on verra». Donc, j'ai fait des études pour leur faire plaisir et puis, après je me suis fait plaisir. Je pense ils avaient sûrement l'impression que ça allait me passer tout ça, et au final, ben, dès que j'ai terminé mes études, j'étais même au rattrapage en septembre. À l'époque, il y avait des rattrapages en septembre et en parallèle de ça, bah, il y a quelqu'un qui m'avait proposé de reprendre un restaurant parce que j'avais pas le courage de monter à Paris pour faire des castings, pour faire acteur. Donc je me suis dit que j'allais rester à Strasbourg puis qu'on verrait le métier d'acteur un peu plus tard et hem et du coup, je me suis retrouvé, comme ça, associé, dans le projet, Caprice de Star au tout démarrage avec, 10 de l'affaire. C'est pour ça que je dis que les choses, peuvent démarrer comme ça Mmh. et au fur et à mesure, j'ai racheté des parts de mes associés et puis, ben, voilà, j'ai fini mes études, en septembre 97 et le restaurant a ouvert, le 21 juin 98. Et donc en fait, c'est cette idée-là, tu t'as jamais voulu la lâcher, en fait? C'est pas que tu as eu un déclic, c'est que tu t'es toujours dit, «Je garde mon projet de vie, je fais les études pour faire plaisir, mais je lâche pas mon objectif». En fait, je pense que les études, notre société, elle est mal fichue parce qu'on se dit: «Ah bah tiens, on fait des études dans tel secteur, donc il faut absolument rester dans tel secteur» et je pense que c'est d'ailleurs le grand drame je pense, de notre société. Aujourd'hui, les études, elles sont faites là pour t'ouvrir l'esprit, pour t'apprendre, des choses, pour te
te permettre d'acquérir de la connaissance, mais cette connaissance-là, elle peut très bien, changer de voie et être utilisée dans d'autres sphères et on devrait, plus pouvoir être polyvalent, changer parce que ça permet d'avoir un regard nouveau sur un métier nouveau. Donc moi, j'ai fait des études scientifiques, ça m'a permis de bien faire, 2 plus 2 égale 4 quoi, voilà et mais à côté de ça, on peut l'appliquer à plein de métiers et ça m'a surtout ouvert l'esprit sur plein de choses. Donc j'ai et puis là, en fait, on me c'était une opportunité parce qu'on me mon directeur de l'époque, la personne qui s'occupait de moi à l'époque, qui était mon directeur là où je travaillais à la Galia, m'a dit: «Bah, tiens, j'ai ce projet-là, est-ce que ça te dit de tenter l'aventure?» Donc j'ai choisi cette opportunité en me disant que la discothèque, viendrait plus tard et elle est venue plus tard. Les discothèques sont venues plus tard, mais voilà, des fois, il faut savoir saisir des opportunités et puis même c'est pas tout à fait ce qu'on voulait faire, bah, il y a toute une vie professionnelle pour pouvoir évoluer et changer et faire des choses différemment et comme moi, je fonctionne un petit peu comme ça au coup de cœur, on me propose un projet et voilà, hop, en avant. Et à ce moment-là, c'était plus acceptable, pour tes parents, du coup? Non. Non. Non, non, pas du tout, quand j'ai appelé ma mère, paix à son âme, en lui disant que j'allais ouvrir une pizzeria, elle m'a dit, «Bac+5, pizzaiolo, je te félicite pas mon fils». Voilà et elle a raccroché et elle a été fâchée pendant quelques mois, ouais. Ah mince. Ouais. Mais alors, est-ce que le fait que, du coup, aujourd'hui, justement, tu fasses partie des 5, on va dire, kings de Strasbourg, est-ce que c'est pas, une revanche de ça? Est-ce que c'est pas pour montrer quelque part que, regardez, j'avais ce rêve-là, mais finalement, je pèse dans le game, quoi? Est-ce qu'il y a un peu de ça? J'en sais rien parce que, on mesure pas la réussite d'une ville, d'une vie au nombre d'établissements qu'on a. Enfin, c'est pas parce que, aujourd'hui j'en ai une douzaine et puis que, je sais pas, en tout, j'ai dû en avoir 25 ou 30, je sais même plus. Enfin, heu, c'est pas ça qui fait la réussite d'une vie finalement, ni d'une vie professionnelle, ni d'une vie tout court. Heu et donc est-ce que mes parents aujourd'hui sont plus fiers de ça? Je sais pas, peut-être maintenant avec du recul, même si, des fois mon père il comprend pas forcément que je revende quelque chose où j'ai pas fini de rembourser les emprunts. Enfin voilà, il est encore dans cette démarche où d'abord on finit de rembourser un emprunt et puis après on vend. Enfin on peut pas vendre avant, comme pour un appartement, pour des choses comme ça. Donc, ça il comprend pas trop des fois ma logique, après des fois j'en ai pas non plus de logique, hein, voilà et puis, aujourd'hui, j'ai pas fait ça pour faire plaisir, à mes parents. Je fais ça juste parce que, moi, je suis un créateur, un bâtisseur, donc quand, je vois des choses, à l'étranger ou dans d'autres villes en France et des fois, je me dis: «Bah, tiens, on pourrait faire ça à Strasbourg». Hem Parce qu'il y a 20-30 ans, on appelait Strasbourg la belle endormie et qu'aujourd'hui, Strasbourg, est plutôt une ville, dynamique et une ville qui est une référence en termes de bars, de restaurants, hem, alors il y a un petit peu nous, mais finalement au-delà de ces quelques, chefs d'entreprise qui sont multipropriétaires, il y a énormément de jeunes qui arrivent et qui ont fait des concepts nouveaux. C'est assez impressionnant comment la ville de Strasbourg fourmille de nouveaux restaurants, de nouveaux concepts, et des fois des gens qui, derrière en ont acheté un deuxième voire un troisième. Donc, ce côté multipropriétaire, nouveau concept, en fait, la ville, croule sous tout ça et avec, en plus, plutôt des établissements qui fonctionnent d'une manière générale. Tous fonctionnent parce que, on a cette, chance d'être, une ville attractive. On a cette chance d'être une ville où les gens sortent manger, boire, pas juste le week-end comme dans certaines villes, hein, de France. Régulièrement les gens sortent le lundi, le mardi, le mercredi, donc ce qui fait que ça fonctionne un petit peu tout le temps. En plus, on est une ville qui attire quand même beaucoup de touristes, et pas que pendant le marché de Noël. Maintenant, il y en a un petit peu tout au long de l'année. Hem et puis on a, aussi cette opportunité quand même d'avoir tous ces parlementaires, hein, qui viennent une semaine par mois, plus, comme on est une ville frontalière, l'Allemagne est juste à côté, la Belgique et la Suisse, ne sont pas loin, donc on est, la ville,
que les gens viennent voir et surtout qu'en plus on est une ville, qui est juste magnifique, Oui, c'est sûr. l'architecture, l'eau, les pistes cyclables, enfin, tout se fait, à pied, en vélo, très facilement, donc c'est vraiment une ville heu, dont je suis tombé amoureux, moi, Mmh. quand je suis venu, ici, il y a bien longtemps. Tu parlais de réussite juste avant, comme quoi la réussite ne se mesurait pas au nombre d'établissements qu'on peut avoir. Justement, c'est une question que je me pose, tous les jours, je crois. À partir de quel moment on a réussi? C'est quoi pour toi la réussite? Est-ce qu'il y a un moment où tu vas te dire: «Là, c'est bon, je suis arrivé là où je voulais arriver»? Heu Pas j'ai pas, vraiment l'opportunité de réussir ma vie professionnelle, si je devais le dire autrement, moi j'ai toujours voulu marquer mon temps. Voilà, de dire: «Ah bah tiens, ouais quand même, il a apporté quelque chose», mais voilà, et donc je pense que, dans ce cadre-là, peu importe finalement, l'avenir, je pense que, j'ai amené quelque chose pour la ville de Strasbourg, Mais mais tout comme plein de amener gens, hein. quoi? Plein de choses qui n'existaient pas, forcément, le lieu éphémère, par exemple, la manufacture dont on parlait juste avant, c'est quelque chose qui n'existait pas, à Mmh. Strasbourg. Ça existait dans d'autres villes de France, mais il y avait pas de gros événements comme ça, ponctuels. Donc ça, Tu envie qu'on se souvienne un peu de toi à travers, des moments assez incroyables. Typiquement, ah ouais, la manufacture, je l'ai vécu, c'était Franck Meunier. mais non, c'est en fait, c'est pas Franck Meunier parce que Franck Meunier, là-dedans, tout seul, il y avait rien. C'est toute une équipe. Enfin, c'est pas, Mmh. c'est Factory, voilà, qui va regrouper, à la fois des gens qui sont, en salle, des gens qui sont, en cuisine, des gens qui sont à la plonge, et puis, tout un tas de personnels qui sont au bureau et de ribambelle de gens qui, chacun, dans dans leur côté, œuvrent, chacun dans leurs tâches, et c'est grâce à eux que tout ça est une réussite. C'est jamais grâce à un seul bonhomme ou une bonne femme, voilà, c'est toujours une équipe, qui permet que ce soit une réussite. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. Hem, Moi aujourd'hui, je suis juste, le la partie visible de l'iceberg, mais tout seul, je suis rien. Et comment tu veux marquer, Strasbourg, justement ou ailleurs en France, les prochaines années à venir? Bah, il y avait, une fois, il y avait Poca qui avait sorti, une bonne blague, un 1er avril forcément, où j'allais organiser, une discothèque, sur la plateforme de la cathédrale. Oui. Je pense que si j'arrivais à ça, là, je pourrais dire: «Ouais, j'ai marqué mon temps», une soirée, discothèque en haut de la cathédrale, ouais, ça le ferait, ouais. D'ailleurs, à l'époque, j'avais été contacté par des DJ, parisiens, qui voulaient mixer, pour cette soirée-là, voilà. Donc je sais même pas si je devais leur dire que c'était une blague ou pas, je voulais pas les décevoir, je crois que j'avais rien dit à l'époque. C'est clair que la plateforme de la cathédrale, serait un bel objectif. Après, il faut attendre peut-être la nouvelle municipalité. On va voir. Oh, c'est pas une histoire de municipalité, c'est une histoire plutôt d'évêché, j'ai envie de Ouais. dire, voilà, donc mais j'ai pas encore été toquer à la porte, hein, peut-être qu'ils seraient d'accord, Mmh. voilà, la religion catholique, s'ouvrant, petit à petit, ça peut-être, un jour, se faire. Je suis pas sûr que tout le monde soit d'accord, mais ça peut être un objectif, ouais. Au travers de tous ces établissements que tu m'as dit qu'il y en avait même qu'à un moment une trentaine. Bon, il y en a que tu as fermé, il y en a qui ont pas marché. Je me souviens d'un resto que j'aimais bien moi qui s'appelait, l'Étoile des Neiges, qui a pas trop duré longtemps et pourtant j'aimais beaucoup cet endroit. Comment tu le vis, ces échecs-là? Quand ça marche pas, que tu te dis quoi? Est-ce que tu te dis que c'est parce que les Strasbourgeois, ne sont pas Bah, non, parce que la c'est cible? pas c'est pas les Strasbourgeois, c'est forcément, nous, plutôt moi qui est tapé à côté. Voilà, alors après, l'Étoile des Neiges, bah, comme, d'habitude, en fait, je fonctionne au coup de cœur. Alors je suis un grand adepte de la montagne, de la neige, du ski, et je me suis dit que, bah, voilà, faire un restaurant de montagne, au centre-ville de Strasbourg, c'était top. De l'appeler l'Étoile des Neiges parce qu'en fait, c'était l'ancienne brasserie L'Étoile. C'est pour ça que j'ai appelé l'Étoile des Neiges. Maintenant, c'est vrai que Étoile des Neiges, est-ce qu'on va manger à l'Étoile des Neiges en été? Et je pense que, à l'époque, si je devrais, refaire, ça différemment, heu
j'aurais développé plus le côté festif qui n'était pas assez développé sur l'établissement. Heu et après, ben, comment je le vis vraiment, ben, c'est toujours un échec donc mais il faut savoir rebondir et puis, en même temps l'établissement, derrière au bout d'1 an et demi, comme les chiffres étaient pas au rendez-vous, ben, j'ai tout j'ai arraché une partie et puis on a transformé ça en mémé dans les orties et là ça a été un succès. Donc finalement, ce pseudo-échec a permis, derrière de créer un succès avec un établissement qui a aussi marqué les esprits donc et ça n'a pas désempli, derrière donc voilà, tu sais, sur cet échec, il faut savoir rebondir, il faut savoir redévelopper des choses, mais il faut voir ce côté positif. C'est parce qu'il y a des échecs aussi qu'on essaye d'apprendre de ses erreurs et finalement, en France, un échec, c'est limite une Un croix gros qu'on mot, ouais. porte, Mmh. une bannière, que voilà, qu'on a sur soi. Aux États-Unis, un chef d'entreprise qui n'a pas eu d'échec, c'est pas un bon chef Mmh. d'entreprise. Heu, Ouais, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt comment tu le vis. C'est, est-ce que tu as des moments où tu es enfin, je sais pas, tu dors parce que j'imagine que tu as investi de l'argent, du temps, de l'énergie. Est-ce que, après tu te dis: «Mais, je suis complètement à côté de la plaque, j'ai envie de tout arrêter», ou est-ce que tu es abattu pendant un moment? Est-ce que tu as des périodes hyper down comme ça, où tu as besoin de te reconstruire, de te réassurer? Enfin, ou alors est-ce que finalement c'est genre: «Oh bon, bah, ça marche pas», mais ça j'ai quand même du mal à le croire quand il y a un truc qui marche pas, ça quand même ça te touche un peu au cœur. Beh, ça, bien évidemment que ça touche parce que, il y a aussi des hommes et des femmes derrière. Enfin, je veux dire, donc tu quelqu'un dans une galère et puis, quand la galère elle prend l'eau, en tant que capitaine, tu es censé aussi sauver un petit peu les gens donc et pas en tout cas les laisser se noyer donc et pour ça, du coup, tu as peu la place, au doute ou à te morfondre sur ton échec parce que ton échec, en fait, c'est toi et ton nombril, mais il faut penser aussi aux autres donc au contraire, c'est peut-être un moment où il faut encore plus se retrousser les manches et puis aller de l'avant et puis réinvestir, un peu d'argent mais surtout, du temps, de l'énergie, voilà donc le côté, je rentre un peu en dépression parce que moi et mon nombril, j'aurais planté un truc, ça serait que mon ego qui parle là, donc hem, c'est plutôt non, au contraire, de remettre des bouchées doubles et puis de retrouver autre chose, un nouveau concept et ça a été le cas, pour ça, mais sur d'autres aussi où ça a été moyennement une réussite. Mais tu jamais eu de coup dur? J'ai des coups durs de fatigue De parce que fatigue? je dors pas beaucoup et que du coup, à un moment donné, le sommeil, peut être, le manque de sommeil peut être problématique, hem, j'ai, de temps en temps, oui, je me dis: «Ah, je suis déçu», c'est plus de la déception, c'est vrai que, quand par exemple sur la manufacture de tabac, après le succès, qu'on a eu, j'aurais rêvé que la municipalité Mmh. change sa programmation parce qu'il y avait rien de lancé et disent, «Bon, on s'est planté et finalement, on va faire ça» parce qu'on voit que ça répondait, à l'ensemble des Strasbourgeois. Ça répondait, que ce soit des familles, tout public, jeunes, personnes plus âgées, voilà. Donc ça m'a miné parce que je me suis dit: «Mince, on passe à côté d'une Ouais, opportunité», quel voilà. gâchis, quoi. C'est un gâchis, Mmh. ouais, exactement. Voilà, mais en dehors de ça, il y a pas trop la place et ni le temps pour se morfondre, il faut aller de l'avant. Puis surtout que comme j'ai, toujours, 10 000 projets en tête, c'est important de penser à venir et pas regarder dans le rétroviseur. Voilà. On va en parler de tes projets, à venir, mais juste avant, j'aimerais juste tu disais que des fois tu te balades, dans d'autres villes, dans d'autres pays même et que tu disais: «Tiens, ça pourrait marcher». C'est ça ta source d'aspiration? C'est de justement d'aller voir ce qui se passe ailleurs? Ouais, ouais. Ouais, clairement. Et c'est Clairement où? dans d'autres villes de France, dans d'autres villes, européennes. Je me balade, moi mes vacances, je les passe à regarder des bars et des restaurants, ouais. Et il y a des villes où tu qui sont plus inspirantes que d'autres? Ouais, 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 clairement, clairement, Laquelle? Londres est bien, Copenhague et c'est dingue ce qu'il peut y avoir là-bas,
Heu, il y a aussi quelques villes en France qui sont inspirantes, Rennes est bien, Bordeaux m'a beaucoup inspiré, à une époque parce que, Bordeaux était vraiment en avance, Ah ouais. sur pas mal de choses, Bordeaux, il y a un établissement comme ça qui s'appelait, la Calle Ocho, enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs, la Calle Ocho qui est, en parallèle de la rue Sainte-Catherine, qui est un bar cubain et qui m'a beaucoup inspiré pour ouvrir le Barco Latino qui était, sur le quai des Pêcheurs. Mmh. Voilà. OK. Alors avant de parler au projet, je vais juste faire une petite parenthèse sur le monde de la nuit. Donc tu l'as dit, tu voulais ouvrir une discothèque depuis que tu es tout jeune, donc c'est un milieu qui t'attire. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Déjà, sûrement parce que j'étais, plus jeune un oiseau de nuit, donc forcément, je me suis dit que, ben, au lieu de perdre mon temps en étant consommateur, peut-être que c'était bien d'en faire un métier. Heu et puis, oui, je sais pas, la nuit m'a toujours attiré, Mais pourquoi? C'est parce qu'il se passe des choses, un peu plus folles? C'est que les gens, ils ont un deuxième visage, c'est la fête, c'est les excès, c'est quoi? C'est quoi ce qui te plaît mouais, je pense là-dedans? que c'est un petit peu de tout, parce que, moi aussi j'ai sûrement, plusieurs visages. J'ai le visage là d'un chef d'entreprise avec une jolie veste sur un canapé en train de répondre à des questions, et puis un petit peu policé comme ça et puis, de temps en temps, alors de moins en moins souvent j'avoue, avec mon grand âge, de sortir, de faire la fête, voilà, de de s'amuser et c'est vrai que pendant longtemps, le fait, d'organiser la fête pour les autres, était quelque chose qui me plaisait beaucoup, ouais. Donc tu sors moins, qu'avant, mais tu continues de sortir encore, à Strasbourg? Oui, beaucoup moins qu'avant, beaucoup moins qu'avant parce que j'ai aussi, une activité, diurne, très importante donc à un moment donné, on peut pas non plus être du jour et de la nuit. Hem, Ceci dit, quasiment toutes les nuits, je suis debout, il est 3:30, 4:00 du matin donc ça s'est resté, voilà. Hem et puis après, faut aussi des choses, compatibles, avec, une vie familiale, de pouvoir voir encore ses enfants, voilà et puis, pour le moment, je suis dans une phase comme ça où j'organise plutôt sur des créations, des nouveaux concepts, des choses, des projets encore à venir et puis, on verra de quoi est fait l'avenir, si à un moment donné, il y a de nouveau des projets nocturnes, qui reviennent. Ils ont quel âge tes enfants? 10 ans et 19. 10 ans et 19 et comment tu arrives à concilier justement, ça? Parce que donc il y a 19 ans, tu étais plutôt encore, toujours de sortie ou beaucoup plus de sorties. Mmh. Est-ce que ça pouvait poser, souci, dans le fait bah, voilà, de pas être là la nuit et cetera? Il y a 19 ans, c'était, mon fils est né en août, 2006 et je rachetais, heu, en en mars 2006, je rachetais le Rafio, une discothèque et en septembre 2006, je rachetais les Aviateurs, voilà. Donc clairement, j'ai pas forcément, vu, grandir mon fils, à ce moment-là, donc en tout cas, j'étais pas présent, et j'ai délégué, pas mal de choses, voilà. Maintenant, heu, il faut essayer d'être là un petit peu et puis, du coup, j'ai essayé de faire différemment, avec mon fils en essayant de prendre des moments juste pour lui et moi. Hem, il faut faire avec, après, en même temps, j'étais là quand même tous les jours, et puis, je pense souvent des fois, heu, quand on me dit ça, «Oui, mais tu pas là la nuit, enfin, tu pas présent», il y a aussi plein de gens qui prennent le train et qui vont, travailler toute la semaine ailleurs, et qui reviennent juste pour le week-end. Hem Et ces gens-là ne voient pas du tout leurs enfants grandir, ils les voient juste le week-end. Combien de personnes comme ça, leur famille habite à Strasbourg, puis ils vont travailler à Paris toute la semaine. C'est aussi difficile. Donc, il y a pas que les gens qui bossent la nuit, il y a aussi des gens qui bossent le jour et qui, géographiquement, sont déplacés pour X ou Y raison et ils sont obligés aussi de composer, avec leur famille, avec leurs femmes, avec leurs enfants, pour faire différemment. Donc, finalement, c'est pas pire. Oui, non, c'est pas incompatible, mais c'est vrai qu'il doit y avoir
des compromis, enfin, tu vois, nous moi qui travaille dans l'événementiel, c'est une question qu'on me pose, tout le temps. «Ah mais tu as des enfants, comment tu fais?» «Ah c'est ton mari qui gère?» Genre comme si, tu vois, c'était voilà, donc c'est vrai que c'est des questions qu'on te renvoie et cetera, mais le curseur entre, le choix d'une vie professionnelle et le choix d'une vie familiale, il est toujours en train de de bouger, quoi. Il y a pas un choix au détriment de l'autre. C'est des fois, c'est un peu plus de travail, des fois, c'est plus la vie de famille. Il faut savoir jongler, quoi. Bah, c'est ça, i je jongle et surtout faut trouver, des partenaires de vie qui, à un moment donné, sont compatibles avec tout ça, et puis, arrivent, à accepter les absences, arrivent à faire avec, voilà. C'est sûrement ça aussi qui est difficile pour eux. Juste pour terminer le chapitre monde de la nuit, j'imagine que pour les collaborateurs, c'est aussi un milieu qu'il faut de plus en plus encadrer et cetera, par rapport, aux excès, par rapport aux violences sexistes, par exemple et sexuelles et cetera. Est-ce que toi, tu as mis des choses en place par rapport, à ça pour protéger à la fois tes collaborateurs et à la fois potentiellement tes clients? Ouais, on essaye de mettre des choses en place. C'est sûr que c'est, la nuit, amplifie, tout ce qui peut exister, de manière, diurne. Hem, L'alcool, la drogue, les problèmes sexuels, voilà. Donc c'est sûr que, aujourd'hui, pendant longtemps, moi je milite sur le fait que les établissements de nuit comme ils sont à Strasbourg, ils sont bien, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu répartis dans l'ensemble de la ville et ça permet d'être des phares dans la nuit. C'est des points de refuge pour des personnes qui pourraient se retrouver, agressées ou ne pas se sentir bien. Ça peut être un lieu de refuge de dire: «Ben, je viens et je me pose et je suis à l'abri» parce qu'il y a du personnel pour pouvoir encadrer, parce qu'il y a, souvent des vigiles à la porte et que, ça permet de se sentir en confiance. Donc je milite pour que ces endroits de nuit qui, des fois, peuvent, gérer des nuisances sonores, bien évidemment, avec des riverains qui habitent à côté. Pour autant, ils apportent aussi, beaucoup de choses, pour la sécurité dans notre société. Et puis, à l'intérieur des établissements, bah, c'est vrai qu'on a également, créé des cocktails, un cocktail, enfin, c'est pas nous qui l'avons créé, mais en tout cas, on s'associe à ça, un cocktail virtuel, Mmh. où, si une femme demande, ce cocktail-là, ça veut dire qu'elle est en danger. Donc ça permet de faire passer, un message, à la personne qui est derrière le bar et puis, de pouvoir intervenir. Hem On essaye, comme ça de faire, le mieux que l'on peut pour justement, essayer de parer à tous ces problèmes qui des fois s'amplifient dans notre société, qui deviennent de plus en plus violentes. Et puis, aussi pour certains problèmes comme des problèmes, sexisme ou qui, je ne sais pas s'ils sont, plus violents ou si on les voit plus. Pendant longtemps, on a fermé les yeux, et qu'aujourd'hui, les femmes parlent, les femmes, à raison d'ailleurs, disent ce qui ne va pas et qu'on les écoute peut-être un petit peu plus, même si c'est sûrement, loin d'être au top. Oui, alors c'est sûr que maintenant il y a plus, le GHB, les piqûres, ce genre de trucs qu'il y avait pas, moi quand je sortais, tu vois? Il y avait pas cette histoire de GHB dans les verres et de piqûres à travers les vêtements, ça n'existait pas, quoi. Ouais, ouais, c'est des phénomènes, nouveaux, qui arrivent et je pense que de toute façon, il y aura qu'une réponse, très ferme de l'État vis-à-vis de ça quand on tombe sur une personne comme ça qui pourront mettre, j'allais dire fin, ça malheureusement, je pense qu'on n'arrivera jamais à endiguer complètement ce genre de phénomène, mais en tout cas, essayer de les restreindre au maximum, ouais. OK. Alors parlons des futurs projets maintenant, justement. Donc tu disais que tu étais un créatif, un bâtisseur. C'est quoi ta prochaine création? Je sais pas, heu, la prochaine création, il y en a toujours, il y en a toujours plein donc hem, en fait, c'est plus des opportunités qui vont arriver et qui vont permettre de pouvoir ramener à Strasbourg ou ailleurs, hem, quelque chose de nouveau, pas forcément d'ailleurs, tout dire, aujourd'hui parce qu'il y a des choses aussi où il peut y avoir de la concurrence donc c'est pas forcément, révélable d'une certaine manière. Maintenant il y a beaucoup
de choses qui sont, où on va les améliorer et puis après, de temps en temps, il y a des opportunités, quelqu'un qui appelle, ou qui envoie un mail: «Tiens, j'ai ces locaux de disponibles, mais est-ce que ça pourrait vous intéresser?» Donc voilà. Vraiment ce que j'ai dans les tuyaux, c'est que, maintenant que maintenant que je suis viticulteur, je me dis: «Tiens, un jour, est-ce qu'on brasserait pas? Reprendre une microbrasserie, ça me plairait bien». Cool. Mais alors, tu as dit que tu étais viticulteur, si tu peux nous en parler un peu? Parce que tu es pas forcément, connu, pour ça. Donc tu as racheté des vignes Mmh. dans ton lieu, d'enfance, à côté du zoo de Beauval. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu as eu envie de faire ça? Ben, en fait, je suis issu d'une famille de viticulteurs. Alors c'est vrai que j'en ai peu parlé quand j'étais là parce qu'en fait, ici, quand on est viticulteur en Alsace, on a l'impression, enfin que c'est un milieu plutôt aisé. Enfin, puis, l'Alsace d'une manière générale est quand même une région qui est plutôt aisée par rapport à d'autres régions en France, hein. Bien évidemment que je pense qu'il y a aussi de la misère en Alsace, mais il y a des régions qui sont quand même plus difficiles que d'autres et donc nous, moi, mon grand-père, faisait du vin, enfin il faisait plutôt de la polyculture. Il y avait 4 hectares de vignes et on faisait du gros rouge, qui tache, comme on pourrait dire, hein. Donc on faisait pisser la vigne à l'époque et hem il, heu, il faisait du vin qui, derrière était, associé avec du vin algérien et puis grosso modo, on faisait de la villageoise, quoi. Donc, on vendait tout en citerne et puis après c'était revendu en cubi, voilà. Donc c'était pas, du vin Mais toi, tu as qualitatif. des souvenirs de ça? Enfin, Ouais, ouais, tu bien sûr, ah hein. ouais? Moi, j'ai des souvenirs de quand je mangeais chez mon grand-père, d'aller chercher, de prendre une bouteille, d'aller au chai et d'aller tirer directement le vin au tonneau. Ouais, de le ramener à table parce qu'on buvait du vin, à tous les repas, midi et soir et même quand on revenait de travailler dans les champs, l'après-midi, on prenait un bol, du vin, on mettait de l'eau avec, des morceaux de pain un peu durs, un peu de sucre et puis on mangeait ça, ouais, les retours de champ, ouais. Ça, OK. c'est mes souvenirs d'enfance, ouais. Et donc du coup, tu as eu l'opportunité de racheter des vignes Alors en là-bas. fait, ma mère, elle, du coup, elle avait, récupéré 1 hectare, de vignes, heu et elle avait arraché les hybrides qu'il y avait à l'époque, les choses qui étaient pas très qualitatives et puis, sur son temps de repos, les week-ends, elle montait, travailler dans les vignes et puis, et elle allait replanter de l'AOC. Elle avait fait des bouteilles, donc elle avait, mis en bouteille et puis elle sortait à peu près, 5 000 bouteilles par an et puis, du coup, ben, à son décès, il y a une dizaine d'années, je me suis retrouvé comme ça avec des terrains, mais qui, étaient à 7 heures d'ici donc je me voyais pas, y aller tous les week-ends pour aller travailler là-dedans donc ces terrains ont été en friche. Puis il y a quelques années en arrière, je me suis dit que ça serait bien quand même de faire revivre ce patrimoine, culturel et viticole et du coup, je me suis mis, à la recherche d'un petit domaine viticole, qui pourrait accueillir ces terrains qui étaient en friche et puis surtout qui étaient, suffisamment grands pour pouvoir, avoir des salariés qui travailleraient, quand même au quotidien et puis moi qui pourrais, y aller, de temps en temps. Donc c'est toi qui as fait la démarche de rechercher? Ouais, ouais, ouais. OK. Ouais, ouais, j'ai fait cette démarche-là et donc on m'a présenté plusieurs domaines, et puis à un moment donné, il y a eu un domaine qu'on m'a présenté et il s'est trouvé que c'était un domaine qui était dans le village d'à côté. Donc moi je suis de Châtillon-sur-Cher et donc le domaine était, basé à Noyers-sur-Cher, donc le village juste à côté. Et en fait, ce domaine, c'était Pascal Gibault qui, lui, était parti aussi, d'une polyculture de ses parents et s'était spécialisé en viticulture et il avait grandi, avec son domaine en rachetant des terrains, qui appartenaient à mes oncles, à mes cousins, mes tantes. Donc du coup, en rachetant ce domaine et ben, je me suis retrouvé, en fait, à racheter une partie de mon histoire familiale et voilà et du coup, j'ai racheté les terrains de ma mère, dans ce domaine-là
et l'aventure est maintenant partie depuis juillet 2024. OK et donc du coup, c'est quoi comme vin? C'est Alors c'est plusieurs vins, on est dans la vallée de la Loire, on est, sur une appellation de Touraine et de Touraine-Chenonceau. Heu, Principalement, aujourd'hui, ce qui est planté, c'est du Sauvignon. Sauvignon, j'ai envie de dire, de manière un petit peu classique qui peut être, vinifié sur l'appellation Touraine ou Touraine-Chenonceau. Mais on a également en blanc, un petit peu de Chenin et un petit peu de Chardonnay. Et en rouge, on a, du Cabernet Franc, du Caux qui est, en fait, la façon, d'appeler là-bas localement le Malbec. En fait, ça s'appelle du Caux, C-O-T. Et on a, un petit peu encore de Gamay et cette année, avec ma fille là, j'ai planté 1 hectare de pinot noir. ah ouais Ouais. et c'est quoi l'ambition en fait de ces vignes-là? C'est vraiment quelque chose qui t'anime, justement, quand tu l'as dit, c'est racheter une partie de ton histoire ou tu as vraiment envie d'en faire un domaine, tu vois, qui fonctionne? Tu veux le mettre dans tes établissements? Enfin, c'est quoi la Alors il y en a déjà, dans les établissements. Oui, oui, ça m'anime un peu parce que déjà ça me prend un petit peu de temps, hein. J'y suis, 1 semaine toutes les 3 semaines, à peu près, là-bas, plus les vendanges, plus les vinifications, plus tout un tas de choses comme ça. Hem Aujourd'hui, c'est de le faire évoluer, ce domaine, d'essayer de faire, des vins, plus qualitatifs, plus différenciants, et puis, faire connaître cette appellation. d'ailleurs, Moi, je tu crois nous as que ramené une bouteille, hein? On ouais, en oui, alors je a vous ai ramené, en fait, ma première vinification, donc ça, c'est 2024. 2024, alors attends, ça, ça ça s'appelle les fossiles. Donc 2024, 2024, c'était merci à pas René. c'était pas une grande année, parce qu'il a plu tout le temps, voilà. En même temps 2025, c'était pas beaucoup mieux, hein, on a une mini tornade qui nous a enlevé les 2 tiers de notre récolte. Donc 2025 sera pas une gr ça sera une très grande année en termes qualitatifs, mais en termes de quantité, ça sera pas top. Et donc ça, c'est la première vinification. Alors ça, en plus, c'est quelque chose qui, dans la région là-bas, n'existe pas trop. Ici, en Alsace, c'était plutôt connu. C'est des vins de macération, donc c'est des vins, ce qu'on appelle des vins oranges. Hem, Aujourd'hui, heu Heu, en Alsace, c'est un petit peu la Mecque des vins oranges. Il y a énormément de viticulteurs, alsaciens, qui font ça, là, c'est une macération sur du sauvignon, justement, OK. qui a été macéré pendant 4 semaines et demie, on n'a pas voulu, presser. On a juste pris le toute la juste le jus, et donc ça fait un vin orange qui est assez léger, qui est une bonne approche pour des vins oranges parce que ça peut être assez clivant, les vins oranges. Et ça permet, également, d'avoir un vin plus structuré, avec plus de tanins. Pour un vin blanc, c'est assez surprenant et qui se mélange bien avec, de la viande blanche, qui s'associe bien également en apéritif et qui, fonctionne aussi très bien avec des fromages comme, le sel sur Cher, justement, qui est juste à côté. Voilà, des Donc choses il est comme ça. plutôt sec, sucré, comment? Sec, 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 Ouais. entièrement sec, voilà. Et ça va être l'occasion de goûter. Ah Alors, bah, allons-y, allons-y. je sais pas si, le matin comme ça de bonne heure, Ah bah, oui, je mais tiens à te préciser qu'il est 11 heures du matin à peu près, donc voilà. mais on va quand même le goûter. Bah, 11 heures, c'est presque l'heure de l'apéro, hein. Parce que l'heure de la Et puis, il y a pas d'heure, pour déguster des bons vins, et puis, et toujours, bien évidemment avec modération, ah hein. oui, mais toi, tu prenais au goûter, donc tu as quand même, petite formation. Oui, 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 non, mais c'est sûr qu'à l'époque, on servait du vin dans les cantines, hein, C'est vrai? finalement, on n'a pas Ouais. arrêté ça depuis, si peu de temps. Alors, bien évidemment que le vin, c'est de l'alcool, bien évidemment qu'il y a des problèmes avec, le surdosage d'alcool, et voilà, qu'il faut boire avec modération. Heu, Ceci dit, ça fait partie, d'un patrimoine, français, ça fait partie de notre histoire. Et c'est vrai qu'on voit là, en ce moment, c'est de plus en plus difficile pour les viticulteurs. On commence à vouloir arracher des vignes parce que les gens ont du mal à trouver des débouchés, parce qu'on
on rentre aussi dans une société, de plus en plus puritaine où il faut, mieux se comporter, moins boire, i moi je crois que de temps en temps, il faut savoir ouvrir une bonne bouteille, savoir se faire plaisir, hem et prendre du plaisir. La vie est trop courte pour oublier de se faire plaisir dans la vie, donc Par contre, il faut que tu m'accompagnes parce que je vais alors pas, boire à 11 heures du mat toute seule, hein. alors je vais t'accompagner. Bon, bah, chin, Alors santé, voilà. santé, bravo, bravo pour ce projet, longue vie. Comment s'appelle, du coup, c'est les braconniers? Alors le domaine s'appelle Les Braconniers, oui. Voilà. En fait, le domaine s'appelait Pascal Gibaud, l'ancien propriétaire, qui, continue d'ailleurs de m'accompagner, encore, pendant quoi 6 mois. Et puis, donc, il fallait trouver un nouveau nom pour le domaine. Je voyais pas appeler ça le domaine, Franck Meunier. Je trouvais que ça avait pas de sens. D'abord parce que à la base, c'est pas mon vrai métier, il faut dire les choses comme elles sont, même si j'ai repris des études, heureusement qu'il y a, des gens qui m'accompagnent sur place, comme mon cousin, qui a rejoint l'aventure, dès le départ, mais aussi, Laura, la nouvelle maître de chez. Il y a d'ailleurs on parlait tout à l'heure de féminisation des métiers. Il y a de plus en plus, de femmes, qui s'investissent, dans le vin, Mmh. et qui font, des breuvages, juste exceptionnels. Donc Laura nous a rejoints, il y a quelques mois en arrière. Hem Du coup, pour le nom du domaine, il se trouve que mon grand-père, qui du coup faisait du vin, mais en fait, c'était un petit peu un petit arnaqueur, qui, s'amusait aussi, à rajouter de l'eau dans le vin et rajouter du sucre, parce que je suis à la jonction entre, la Touraine, la Sologne et le Berry. C'est aussi une terre de chasse et de braconnage. Mais braconnage dans le sens où, paysan du terme, à l'époque du Moyen Âge où les gueux, les agriculteurs, braconner pour pouvoir vivre, pour Mmh. pouvoir, avoir de la viande et manger. Et mon grand-père m'a appris à braconner quand j'étais, plus jeune, à attraper des poissons, à la main, à aller élever des collets, à me réveiller la nuit à 5 heures du matin pour aller élever les cordées, enfin tout ça. Et du coup, en hommage à mon grand-père, je me suis dit: «Tiens, ça serait marrant d'appeler ça le domaine Les Braconniers». Voilà, pour faire un clin d'œil, à la famille. Comment s'appelait ton grand-père? Alors soit Paul, soit Edmond, ça dépendait parce que, tout le monde l'appelait Monmon, mais en fait son vrai prénom c'était Paul. Son nom OK. ça je l'ai appris à son décès que son vrai prénom c'était Paul, mais de manière générale il l'appelait De Funès. Et bah, alors à Momont, Allez à Monmont. à De Finesse. Franchement, il est hyper bon. Donc tu vois, très, très difficile de dire que c'est un sauvignon, parce que Ouais. tu as ce côté un petit peu structuré, hem un petit peu, tannique. Quand je referai un autre, je le ferai encore plus structuré. Pour moi, c'est vraiment une belle première cuvée d'entrée de gamme, de démarrage et de mettre un premier pied dans ce vin orange. Mais je pense qu'on peut aller chercher encore plus, un vin encore plus tannique, sur notre deuxième cuvée. Mais ceci dit, il est très léger pour 11 heures du matin, ça passe, nickel, hein. Comme dit, Ouais, c'est le genre de vin qui se boit à toute heure. ouais. Et je sais pas, je crois qu'au départ, le matin, on dit toujours: «Alors thé ou café?» Et moi, j'ai envie de dire maintenant, il faudrait dire: «Thé ou café Ou ou pinard. vin orange», tu OK. vois? Ou vin orange. OK, Ouais. très bien. Et ben écoute, je te propose qu'on passe aux dernières questions, c'est des questions pour de vrai en sirotant ce bon, vin. Attends, je rappelle-moi juste le nom du coup? Alors ça s'appelle C'est Les Les Fossiles Fossiles du domaine Les du domaine Les Braconniers. Braconniers. Voilà. OK, bah Donc écoutez, c'est un vin de je vous le macération, recommande. mais il y a encore d'autres vins qui arrivent là, qui sont, on a une belle cuvée là qui s'appelle Dualis, qui est un mélange, de sauvignon et de chenin, mais élevé, dans des barriques de chêne et d'acacia. Voilà, et d'où la dualité, d'où le nom de cette cuvée qui s'appelle Dualis. Et ça sera pour la prochaine fois. Je te Et on ferai peut les goûter. trouver où du coup, tes vins? Bah, les vins, d'abord, on peut les trouver, si on tape internet, on va tomber sur notre site, Les Braconniers, où, Donc vente en ligne? on arrive, alors en vente en ligne, pas en direct, mais en tout cas on peut livrer effectivement. OK. Sur Strasbourg, on va trouver ça dans beaucoup de nos établissements. Un de nos établissements phares autour du vin, c'est le Le Purgatoire, Purgatoire, ouais. l'ancien Renard Préchant Mmh. qu'on a transformé cette, belle petite chapelle en bar à vin où on y mange très bien.
et où on a une multitude de vins sur place. Et du coup, on est référencé, là, et puis, on est en train de regarder pour se faire référencer un petit peu à gauche, à droite, dans des cavistes, un petit peu partout en France. OK, parfait. Alors les questions pour de vrai, c'est bien évidemment, tu dois y répondre, avec sincérité. C'est quoi le truc le plus fou que tu as vécu la nuit pour de vrai? Le truc le plus fou, c'était sûrement quand je gérais, le caveau de la Gallia où, un jour, il y a quelqu'un que j'ai voulu sortir, donc c'était dans les années 97, et il a sorti un pistolet, et du coup, je me suis retrouvé à moi sortir avec lui derrière moi et un pistolet dans le dos, et donc le gars est parti, tout ça c'est bien fini, Ah ouais, mais voilà, ouais. Ah si, j'en ai un deuxième. Allez, j'en ai un OK. deuxième, Bah, mais c'est qui est à déjà peu pas près du mal même ça, ordre. enfin, oui. Non, j'en ai un deuxième, c'est qu'un jour je gérais la Java. Ça, c'était dans les années 2003-2004 par là, et un jour j'ai sorti quelqu'un, parce que ça n'allait pas, son comportement n'était pas, en phase avec l'établissement, et cette personne l'a mal pris. Elle est rentrée chez elle et elle est revenue avec un cocktail Molotov, et moi j'étais à l'extérieur, et elle m'a jeté le cocktail Molotov dessus. OK, donc tu as déjà frôlé la mort 2 fois en fait, c'est ça que peut-être Oh, plus d'ailleurs? sûrement Ouais. plus que ça, plus que 2, mais disons que ça c'est 2 périodes de la nuit. Ouais, c'est là où en fait la nuit c'est compliqué, c'est là où la nuit peut être difficile, et c'est pour ça qu'il faut faire ça sérieusement, et donc il faut pas tomber dans les travers. Mais alors ces événements-là, par exemple, ça a provoqué des déclics chez toi ou pas? Ou c'était Non, 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 bah, ouais, non, non, je pense que, voilà, ça fait partie de la vie professionnelle, ça fait partie, et en même temps, il y a des gens qui se font agresser, oui, tous les c'est jours, sans avoir un bar de nuit ou une discothèque, hein. mmh. C'est des événements, heu, qui voilà, sont malheureusement, très répandus. Je suis en train de boire ton verre, Oui, oui, pardon. non, non, tu fais bien. J'ai bien compris qu'en fait, tu voulais que je parle un petit peu plus longtemps pour pouvoir finir le verre. Mais alors, si tu veux, je peux te raconter un truc, tu vois? OK, alors quel enseignement tu transmettrais au jeune Franck Meunier qui vient de commencer? Sachant tout ce que tu as traversé et cetera, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? De de refaire à peu près la même chose, de refaire les mêmes erreurs parce que elles ont permis de mieux construire, et puis de rester humble parce que, même quand on a quelque chose où on a l'impression d'avoir réussi, ou d'avoir, d'avoir le secret pour la réussite de quelque chose, ça a été une époque dans mon parcours professionnel où, tout d'un coup, on enchaîne les succès et on a l'impression qu'on a trouvé le secret de la réussite Mmh. pour ouvrir un bar ou un restaurant ou une brasserie, et que ça va forcément marcher parce que les 3 derniers ont marché, et c'est à ce moment-là quand on est trop sûr de soi qu'on ouvre un établissement et qui fonctionne pas. Hem Et donc, c'est pour ça qu'il faut rester, toujours très humble sur la réussite, parce que la réussite d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, et hem et des fois, ben, l'ouverture d'un établissement, c'est un peu une mayonnaise, et des fois la mayonnaise, elle prend pas. Alors, ben, on rajoute quelques ingrédients, et puis après, derrière, elle peut repartir, ou des fois, il faut tout jeter et puis repartir sur des nouveaux ingrédients, mais c'est un petit peu ça. C'est ça que je lui dirais. Voilà. OK, et alors, tu disais que justement tes parents ne t'ont pas toujours compris dans tes choix. Qu'est-ce que toi tu dirais, à tes enfants aujourd'hui, notamment ceux de 19 ans qui démarrent, on va dire, presque dans la vie active? Qu'est-ce que tu leur dis aujourd'hui? Pour de vrai? Pour de vrai, je leur dirais, et je leur dis, d'ailleurs, il y a pas une journée où je ne dis pas à mes enfants quand j'ai l'occasion de les voir pour les accompagner à l'école, ou pour leur dire au revoir tout simplement de la maison, tous les jours, je leur dis: «Amuse-toi bien». Voilà. Tous les jours à ma fille, quand, je l'amène à l'école, je lui dis: «Amuse-toi bien». Voilà, et je lui dis de faire des bêtises. Elle me dit: «Ah non, non, je vais pas faire des bêtises papa», mais je lui dis, et voilà, et en fait, je lui dis que
il faut s'amuser et je leur dis pas: «Travaille bien» parce que je sais qu'ils vont le faire, mais je leur dis qu'il faut s'amuser. Il faut s'amuser dans la vie, et heu et voilà et donc je pense qu'il faut faire des études, mais je leur dis toujours qu'il faut faire des études pour s'ouvrir au monde et pas s'enfermer dans un métier et que ces études-là, doivent être, pour eux l'occasion de pouvoir, tenter des choses et il faut tenter, il faut oser, il faut entreprendre, entreprendre en tant qu'entrepreneur ou entreprendre en tant que salarié, hein, mais il faut entreprendre des choses, et puis ça fonctionne pas tout le temps, mais au moins on n'a pas ce regret de ne pas avoir tenté. Voilà. OK. Quel est ton restaurant préféré? Mmh. Alors moi aussi je profite un petit peu de tes questions pour pouvoir, également goûter ce vin, mais ça j'ai déjà répondu à cette question pour de vrai, c'est que je n'en ai pas. Non, mais Hem, en dehors des tiens. heu, mais heu, mais j'en ai pas en fait. J'ai pas de restaurant préféré. D'abord parce que, ça serait pas sympa, vis-à-vis de des gens qui bossent dans les miens, déjà, mais en plus pour de vrai et sincèrement, j'ai des restaurants dans lesquels, j'aime bien aller, où j'y vais, régulièrement, mais j'arrive pas à avoir un restaurant, préféré. Voilà. Après, je peux te donner, 2 ou 3 adresses où je vais, régulièrement qui vont être, Dim Sum Sum à la Cruteno et juste à côté, un restaurant portugais, qui s'appelle La Patrie. Voilà, OK. je trouve que c'est 2 genres complètement différents d'un 2 établissements où j'aime bien me retrouver. OK, et la dernière question, pour de vrai. Donc tu disais que tu aimais bien, en fait, choisir un petit peu tes projets en fonction de comment tu allais marquer, dire la vie strasbourgeoise ou autre. Mais imagine là, voilà, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi, dans 10 ans, dans 20 ans? On se dit: «Ah, Franck Meunier, tu te souviens? Ah ouais, c'est lui qui quoi». Heu, c'est lui qui, grâce à aussi à plein d'autres entrepreneurs, ont fait que Strasbourg n'est plus une ville endormie, mais qui est une ville, plein de dynamisme C'est et celui qui a réveillé Strasbourg? c'est pas celui, c'est Un de ceux un qui de a ceux réveillé Strasbourg? qui ont réveillé Strasbourg, bien sûr, ouais. Ouais, ouais, c'est une ville dynamique, à tous les niveaux, au niveau de la nuit, au niveau du jour, au niveau de la qualité des restaurants, au niveau du nombre de restaurants étoilés, mais au niveau du nombre de brasseries, au niveau de voilà, on est tout un tas de un petit groupe comme ça qui ont réussi à faire bouger, cette ville et hem et je crois que, c'est un regret que j'ai, sur les municipalités qui se succèdent. Je trouve que, c'est pas assez pris en compte. De dire que, on est plusieurs, à, aussi, de notre manière, structurer la ville, la rendre plus attractive, aller dans des quartiers, qui sont, moins sympas et de redévelopper des concepts, qui changent et qui permettent, justement d'améliorer cette ville, à tous les niveaux, parce que, ben, mine que rien, tous autant qu'on est, on crée de l'emploi. Heu tous autant qu'on est, on est un phare dans la nuit comme j'ai pu l'exprimer avant, qui on est des lieux de rencontres, des lieux d'échange, des lieux où on n'est pas, forcément, derrière, son téléphone, mais où, on se retrouve pour échanger. On est des lieux où, ben, encore dernièrement, on peut maintenant, venir, dans nos toilettes hein, pour utiliser les toilettes parce que des fois il y a pas assez de toilettes publiques et donc ça permet d'avoir des toilettes où les gens puissent, venir. On est également des lieux où, de temps en temps, ça permet, aux SDF de pouvoir, venir recharger le téléphone le matin ou de faire un petit brin de toilette, sur certaines heures. Voilà, en fait, on est tout ça et je trouve que notre métier, on le résume, trop souvent on crée, des nuisances sonores vis-à-vis des voisins, voilà et c'est trop, Trop c'est réducteur. trop réducteur et assez injuste, parce que, bien souvent les établissements, étaient présents avant que les gens arrivent.
Combien de fois il y a des gens comme ça qui ont acheté un appartement à côté d'un bar de nuit ou à côté d'un restaurant, pas cher parce que à côté d'un bar de nuit ou Mmh. un restaurant et puis une fois en lieu et place, ils s'amusent, à porter plainte, parce qu'ils entendent du bruit, Mmh. parce que la ville est animée, parce qu'on est au centre-ville et qu'on peut pas avoir le calme de la campagne au centre-ville. Il y a d'autres choses qui sont bien, et à côté de ça, il peut y avoir aussi des contraintes, voilà et mais à côté de ça, on apporte, également énormément de réconfort pour les gens dans une société qui devient de plus en plus individualiste, où, il y a une oreille, une écoute, on vient au bar et puis on rencontre des gens, on discute, on mange un bout et puis des fois, on est à une Stammtisch et puis on discute et on échange avec la personne qui est à côté. Ça, c'est important. OK, bah, écoute, moi, je retiendrai de nos échanges qu'il faut, s'amuser, qu'on va réveiller tous, la ville et puis, merci pour cet apéro, à 11 heures du matin avec un bon vin. Où c'est qu'on peut retrouver, tes actualités sur les réseaux sociaux? Vous avez Instagram, LinkedIn pour avec le groupe Ouais, Factory? il y a j'ai à la fois des profils, personnels, Franck Meunier, mais aussi, Factory, avec un K et un Y. Mmh. Et puis après, chaque établissement a ses propres réseaux. On nous retrouve assez facilement quand même, OK. je trouve. J'ai des gens au bureau qui font ça très bien. Et pour tes vignes, enfin pour le domaine Les Braconniers aussi? Domaine des braconniers, oui, oui, aussi. Bah, déjà en allant dans certains de nos établissements, ça permet de les déguster, j'ai dit, au Purgatoire, mais on l'a aussi chez Madame C, on l'a aussi dans plein de restaurants ou de brasseries. Et puis on nous retrouve aussi en ligne, il y a pas beaucoup de gens qui s'appellent les braconniers, en France, donc le domaine Les Braconniers, on tombe assez facilement sur notre site. OK. Merci Franck. Merci, merci pour l'invitation. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes sur l'ensemble des plateformes de diffusion. Abonnez-vous, ça me ferait très plaisir que vous suiviez cette aventure avec moi. Merci.